Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Ils ne pourront pas cacher ça éternellement. Il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normies. Non mais t'as vu ce faste à Versailles? Désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour votre essence. Non. Moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des Russes, pardi. Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien. Franchement, ils sont super malins ces Ruskov. C'est presque qui est la plus grosse. Plus grosse voiture déjà dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi. Donc c'est très drôle. Corps. Corps. Corps à corps. Dans ce corps à corps, nous revenons évidemment, puisque c'est notre émission spéciale, sur l'assassinat de Dominique Bernard, professeur assassiné au cri de la Ouakbar vendredi dernier. Évidemment, on a tous suivi cette tragédie et on continue d'en parler tout au long de cette matinée. Une tragédie qui aurait pu être évitée. C'est une série de manquements qui nous a menés là où nous en sommes arrivés. Je rappelle la fin de la chronologie de ce terroriste, Mohamed Mogouchkov, qui donc appartient à une famille qui aurait dû être expulsée du territoire. Ils ont été déboutés d'une demande d'asile, mais la gauche, le PCF, le Front de gauche notamment, et des associations immigrationnistes s'y sont opposés. Et d'ailleurs, le cabinet de Valls a également cédé donc au fait que cette famille reste sur le territoire français. En mars 2021, alors qu'il avait atteint sa majorité toujours, Mohamed Mogouchkov, le futur terroriste avait de nouveau formulé une demande d'asile qui, elle aussi, a été rejetée quelques jours plus tard par l'Office français de protection des réfugiés apatrides, l'OFPRA. Au mois d'avril 2021, il avait donc fait appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui a définitivement encore rejeté cet appel un peu plus d'1 an plus tard, en août 2022. Déjà que de temps passé sur le sol français. Malgré ces décisions successives, Mohamed Mogouchkov est toujours resté en France. Et pourtant, l'homme était fiché S pour radicalisation depuis juillet dernier. Il faisait l'objet, dit-on en tout cas, d'une étroite surveillance des autorités. Alors comment peut-on arriver au fait que quelqu'un qui fasse l'objet d'une étroite surveillance des autorités, qui soit fiché S et qui était débouté du droit d'asile, soit encore sur le sol français, puis puisse arriver à l'assassinat de Dominique Bernard? Eh bien, c'est la question que je pose finalement. Comment peut-on si mal protéger les Français contre ces immigrés illégaux et radicalisés? C'est la question que je pose à mes deux invités, Pierre-Marie Sèvres et Cyril Aymar-Duncker. Nous sommes donc avec Pierre-Marie Sèvres. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice. Et Cyril Aymar-Duncker, bonjour. Alors, on va récupérer votre son. Vous êtes conseiller régional Centre Val-de-Loire et secrétaire général adjoint de Vigimi, le syndicat de police Vigie. Voilà, on a récupéré votre son. Alors, je vais commencer par Pierre-Marie Sèvres. Aujourd'hui, j'ai cité la fin de la chronologie, puisque ça commençait même plus tôt, de cette famille qui était illégalement sur le territoire français. Mais tant d'erreurs, tant de fautes, tant de manquements qui ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons cet assassinat de Dominique Bernard. Comment on peut encore expliquer qu'on en soit encore là en France aujourd'hui, alors qu'on a déjà eu la même affaire avec Samuel Paty? Très bonne question. Moi, je miserais sur l'incurie des autorités compétentes. Et du personnel politique de manière générale depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que les problèmes sont en germe. Tout le monde le sait. Beaucoup de gens l'ont dit. Le peuple français, dans sa grande majorité, a demandé de la fermeté depuis au moins le début des années 2000 et il ne l'a jamais eu. Voilà. Et là, tout ce que j'entends depuis cet attentat-là. Alors, cet attentat-là n'a malheureusement rien d'étonnant. Je lisais une interview du directeur de la Fondation Jean Jaurès, qui est professeur et qui disait que il n'était pas étonné et qui voyait ça non pas avec de la colère mais avec du fatalisme. Je pense que c'est ce qui gagne tout le monde, c'est le sentiment de tout le monde. Personne n'a été étonné par cet attentat-là. Je voudrais bien savoir une seule personne qui a été étonnée. Nous avons en France, en germe, des conflits ethnico-religieux qui sont la conséquence directe de choix ou de non-choix qui ont 40 ans. Les premiers problèmes liés à l'immigration sont liés à la décision Gisti du Conseil d'État de 1978. Depuis 1978,
le Conseil d'État a refusé que le pouvoir exécutif contrôle qui rentre et qui sort en France. Donc voilà, ça fait plus de 40 ans, vous imaginez bien. Oui, donc vous considérez que par exemple ce contrôle des frontières, c'est quand même la première chose, comment dire, le premier point sur lequel on devrait s'arrêter pour pouvoir protéger les Français. On va évidemment y revenir. Hein. On va donner la parole d'abord à Cyril Aymar-Duncker. Rebonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de Vigimi, donc syndicat de police. En tant que policier, aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer vous aussi cette incurie, justement, ces manquements qui ont mené jusqu'à l'assassinat de Dominique Bernard? En fait, ils sont simples. C'est qu'on a un système juridique qui est totalement inadapté. On a de très bons services de renseignement qui sont excellents hein, dans le travail qu'ils font de collecte de renseignements, d'approche des personnes radicalisées. Mais le souci qu'il y a, c'est que déjà, on ne peut pas mener d'arrestation préventive. C'est-à-dire que si la menace n'est pas avérée, on ne peut pas interpeller les personnes. Or, une menace avérée, ça s'appelle un attentat. Et la difficulté que l'on a, c'est que s'il n'y a pas de traces écrites, palpables, du passage à l'acte, il est très difficile pour nous, dans un cadre légal, de pouvoir interpeller une personne dont on sait qu'elle est dangereuse et dont on sait qu'elle est potentiellement susceptible de passer à l'acte. Je reviendrai sur ce qui a été dit au niveau de notre arsenal légal et de la faillite un petit peu de l'État par rapport à la situation de l'auteur de l'attentat d'Arras. On a une grosse difficulté en France parce qu'on fait tout et son contraire. C'est-à-dire que on va avoir une politique très humaniste, très ouverte, mais quitte à se nuire soi-même, ce qui est un petit peu un non-sens. Et nous, au niveau des effectifs de police, la difficulté que l'on a, c'est de faire un travail de protection de la population avec parfois un système qui n'est pas du tout adapté, voire même qui va pouvoir contrecarrer un petit peu notre action. C'est-à-dire, c'est quoi ce système qui n'est pas adapté? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux? Oui, tout à fait. Quand je parle de système non adapté, je parlais par exemple là d'arrestation préventive, mais on pourrait également citer les OQTF là dans le cadre de l'espèce. Ce qui nous intéresse, c'est un souci. Quand vous avez des pays qui ne délivrent pas des laissez-passer consulaires pour l'exécution des OQTF, on se retrouve dans une sorte de vide juridique où on ne sait pas quoi faire de personnes qui devraient être expulsées, qui n'ont rien à faire sur notre territoire, qui sont potentiellement dangereuses, qui l'ont très souvent déjà démontré par leurs actes antérieurs, mais qui peuvent aller et venir à leur gré sans aucun souci. Oui. Mais par exemple, là, dans notre cas concret, les Tchétchènes, justement, on peut pas renvoyer les Tchétchènes en Russie à cause de ce manquement-là? Notamment. Alors, depuis en plus la difficulté des relations entre la France et la Russie avec le conflit ukrainien, c'est encore plus compliqué de reprendre un dialogue constructif par rapport aux autorités russes dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne les communautés tchétchènes, c'est vrai qu'on a toujours eu de grosses difficultés avec les personnes radicalisées issues de ces communautés. Ce sont des personnes, on va dire, qui idéologiquement ou de par leur culture sont déjà assez froids, assez violents. Et donc, à partir du moment où ils rentrent dans une démarche de radicalité et même dans la délinquance en général, ce sont des individus particulièrement violents. Oui. Alors, je redonne la parole à Pierre-Marie Sève, délégué général de l'Institut pour la justice. Là, on a vu que justement, en termes de droit, il y a beaucoup de lois, de circulaires qui finalement empêchent l'expulsion de ces immigrés illégaux radicalisés. Je cite pour notre histoire que ici, donc le terroriste était autorisé par l'article L423-21 du Code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile, finalement à rester sur le
sol français, puisque les étrangers peuvent justifier d'une résidence habituelle en France quand ils ont atteint l'âge de 13 ans en compagnie de l'un de leurs parents. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, étant entré en France avant l'âge de 13 ans, donc ce Mohamed Mogouchkov bénéficie également d'une mesure de protection contre l'éloignement, sauf si il n'aurait pu être expulsé que s'il était responsable d'agissements graves. Or, c'était pas encore le cas, visiblement pas suffisant pour être envoyé avant cet agissement de vendredi dernier. Comment on peut expliquer, Pierre et Marie-Sèvre, qu'on ait des lois qui soient si protectrices vis-à-vis de personnes qui sont illégalement sur les territoires et déboutées en plus de leur demande d'asile? Parce que contre l'immense majorité de ce que les Français réclament depuis des années, le droit des étrangers a été modelé par une doctrine et une idéologie progressiste extrêmement protectrice vis-à-vis des étrangers. Vous avez cité 2 articles, effectivement, L632-1 qui empêche l'expulsion quand on est arrivé en France avant 13 ans. Vous voyez, on a parlé de l'éventuelle discussion avec les autorités russes, mais avant même de pouvoir parler des discussions avec les autorités russes, on n'aurait pas pu expulser cette personne-là parce que notre droit des étrangers bien français l'empêche. Donc voilà, c'est notre droit des étrangers doit être absolument réformé. C'est ce que dit Gérald Darmanin d'ailleurs, c'est une façon un peu de s'excuser. Il dit aujourd'hui la loi m'empêche d'expulser ces fichiers S. Finalement, c'est vrai, oui. Mais il n'a qu'à la changer. Oui. C'est ce que j'aurais envie de lui répéter. Il est au gouvernement, le gouvernement a le pouvoir de changer les lois et il s'agirait de changer les lois rapidement. Il y a un projet de loi immigration qui arrive. Excusez-moi, monsieur Darmanin. Il dit que c'est dans certains de ces articles de projet de loi. Oui. Mais alors, il y a d'autres articles sur lesquels il propose la régularisation des métiers en tension. Il y a l'article 3 et l'article 4 qui permettent. L'article 4 permet aux demandeurs d'asile de trouver du travail. Tout ça ne va absolument pas dans le bon sens. Tout ça va malheureusement. Voyez, on parle de l'expulsion vers la Russie, mais encore une fois, moi j'aurais envie de dire, il faudrait ne pas avoir besoin d'expulser cette personne vers la Russie. Il faudrait que cette personne ne soit pas entrée en France. Voilà, c'est tout simplement ça. Et derrière, au cas où elle rentrerait en France, on ne peut pas intégrer des gens quand le système judiciaire, parce qu'on en arrive là. Le système judiciaire envoie le message inconscient à tous les étrangers en France que tout est permis en France. Vous n'irez pas en prison, vous ne serez pas condamné, vous aurez des dispenses de peine, vous aurez des avertissements pénals probatoires. Donc la justice ne fait pas non plus sa part en disant aux gens « intégrez-vous ». Elle dit « faites comme chez vous, tout continuera comme avant, il n'y a aucun problème ». En parlant de justice, je tiens à préciser, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, mais tout de même, c'est important pour considérer la justice que nous avons aujourd'hui. L'autre homme fiché S qui a été arrêté avec un couteau à proximité cette fois-ci du lycée à Limay vendredi, donc dans les Yvelines, quelques heures après l'assassinat de Dominique Bernard, lui ne sera pas jugé pour attentat terroriste, mais pour port d'armes seulement, alors qu'on a trouvé dans son téléphone des images de décapitation et que visiblement il se préparait vraiment à cet attentat terroriste. Il encourt seulement donc une peine d'1 an d'emprisonnement. Est-ce que c'est normal ça, Pierre Marie-Sèvre? Non, ça n'est absolument pas normal. Le système judiciaire, en fait, il oscille entre 2 extrêmes. On a premièrement l'efficacité d'un côté et on a la protection des droits individuels de l'autre côté. Et on ne peut pas avoir l'un et l'autre. Plus vous voulez d'efficacité dans la répression, moins vous aurez de protection des droits individuels. Et plus vous voulez de protection des droits individuels, moins vous aurez d'efficacité dans la réponse répressive à apporter à des crimes ou à des délits. Et tout le problème, c'est que notre système et notre procédure française est très largement déséquilibrée en faveur de la protection des droits individuels et donc au détriment de l'efficacité. Moi, je pense que alors ceux qui demandent plus de protection des droits individuels, ce sont les milieux judiciaires, ce sont les avocats, ce sont d'ailleurs une bonne partie des magistrats, ou en tout cas les syndicats de magistrats, ce sont bien des politiques d'ailleurs aussi, les associations, etc. Et ceux qui demandent plus d'efficacité, c'est l'immense majorité du peuple français. Nous avons fait faire un sondage à l'Institut pour la justice sur l'ensemble de la population française. 81% des Français trouvent que la justice est trop laxiste. Oui. 81%, ça n'est plus une majorité, c'est une quasi-unanimité. Donc, cette demande de plus d'efficacité, c'est aux politiques de prendre en compte la majorité large des Français pour mettre en place plus d'efficacité, pour, oui, effectivement, perdre un petit peu de droits individuels, faire en sorte que, oui, il y a des délinquants, des
des criminels, ou d'ailleurs des gens qui ne sont ni délinquants ni criminels, mais qui sont en France, qui sont arrivés avant l'âge de 13 ans, qui sont peut-être parfois d'ailleurs fichés S, qu'il faudrait expulser. Oui, il est certain qu'il y a des gens qui ne le méritaient pas, qui vont être expulsés, mais c'est une mesure préventive et c'est une mesure générale dans le sens de plus d'efficacité, de plus de protection des citoyens français. Ouais. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Cyril, et vous avez cité une dernière chose, vous avez cité là, le 1 an de prison pour le port d'armes, c'est la peine encourue. Puisque je rappelle à tous vos auditeurs qu'en France, nous encourons des peines, mais il n'y a pas de minimum. Jusqu'en 1994, pour n'importe quel crime ou délit, vous aviez un minimum et un maximum de peine. Depuis 1994, il n'y a qu'un maximum. C'est-à-dire que le juge peut descendre au plus bas qu'il le décide. Donc, c'est la peine encourue, 1 an de prison. Il va certainement être condamné à 1 mois de prison, 2 mois de prison, et il va en faire 0, puisque moins d'1 an de prison ferme, vous n'allez pas en prison. C'est la loi qui le prévoit comme ça. Si vous êtes condamné à de la prison ferme, vous n'allez toutefois pas en prison. Donc ça veut dire que cet homme-là, qui a priori, évidemment, une enquête est en cours, mais bon, a tenté de commettre un attentat terroriste et d'assassiner un autre professeur ou d'autres professeurs, finalement, peut repartir sans rien, indemne. Enfin, avec ou alors. Voilà. Mais c'est le cas pour bien des crimes et des délits. Pour bien des crimes et des délits, vous avez des gens qui en commettent tous les jours sur la voie publique et qui repartent indemnes sans rien, en étant arrêtés au poste pendant 24 heures, et c'est tout. Ouais. Cyril Hemardincker, donc on revient à ce que vous disiez finalement. Vous dites, si je vous résume, la police, on a un bon service de renseignement, la police fait son travail, mais il n'y a rien qui suit derrière. Ici, il se trouve que nous avons 2 fichiers S, et cet homme, cet assassin, Mohamed Mogouchkov, avait lui-même été arrêté la veille de l'assassinat de Dominique Bernard. Est-ce que les fichiers, est-ce que la police fait vraiment son travail? Alors peut-être qu'ils auraient pu voir que quelque chose se tramait de plus grave, non? En fait, le problème, c'est pas est-ce que la police fait son travail. Le problème de la police, comme je l'ai souvent dénoncé, et avec notre syndicat, on le dénonce tout le temps, c'est que le problème de la police et du citoyen français, c'est la justice. C'est bien ça le souci. Le code pénal en lui-même, il est très bien fait. Il prévoit des peines. Si elles étaient réellement appliquées, s'il y avait réellement des minimums de peines encourues, le problème ne se poserait pas. Là, comme on vient de le voir, la police, elle a fait son travail, elle a interpellé un individu. Maintenant, on sait très bien qu'il peut passer à l'acte n'importe quand, mais il va être simplement mis en cause pour un port d'armes illégal de catégorie D. Donc, on a un individu qui est complètement dangereux. On va pas pouvoir mettre 10 policiers dessus. Il va être condamné à quoi? Oui, comme ça vient d'être dit, peut-être 2 mois de prison ferme. Donc, chose qu'il ne fera absolument jamais. Et on n'a aucun moyen, quelque part, de l'empêcher de passer à l'acte un jour, de l'entraver, parce que le système est ainsi fait. Le problème des citoyens, donc j'y reviens, c'est la justice. Nous, policiers, on fait notre travail, on arrête les gens, mais les juges les remettent dehors, voire même ne les enferment pas. Oui. Donc, si vous voulez, on est totalement impuissant par rapport à ça. Oui. Et c'est bien là la frustration et le malaise qu'il y a dans notre profession, bien souvent. C'est-à-dire qu'on veut faire notre travail, on nous dit on a augmenté les effectifs, c'est super, vous pouvez doubler, tripler les effectifs. Tant que vous remettez dehors les gens qu'on arrête ou que vous ne les incarcérez tout simplement pas, on ne changera strictement rien. Oui, alors en plus, vous dites, c'est même plus précis que ce que vous dites, le problème de la police, donc qui fait son travail, le renseignement qui fait son travail, c'est la justice. Mais vous dites finalement, même le code pénal est bon, on a les articles de loi qu'il faut. Finalement, c'est seulement le traitement de la justice, l'interprétation de la justice par nos magistrats. Tout à fait. Et comme je dis souvent, le code pénal, en plus, il est totalement impartial. Il regarde pas la couleur, il ne regarde pas la religion, il ne regarde rien de tout ça. Il est juste, j'ai envie de dire. Et si simplement, déjà, on commençait par l'appliquer, ça serait une très bonne chose pour nous, pour tous les Français. Oui, et donc je me retourne vers vous, Pierre-Marie Sèvres. Finalement là, on comprend que c'est une interprétation judiciaire à chaque fois qui pose problème. Mais quand est-ce qu'on réagit finalement? Quand est-ce qu'on commence à se réveiller? Il faut combien de morts sur le sol français, combien d'attentats terroristes pour que peut-être notre gouvernement ou notre magistrature change de cap? Alors, je voudrais juste revenir quand même sur un point. La magistrature, à mon sens, n'est pas si coupable qu'on pourrait le penser, puisque moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment par l'autre intervenant, sauf sur un point. Moi, je pense que le code pénal
Beaucoup de gens le pensent, mais moi, je m'inscris à l'opposé de ça. Je pense que le code pénal n'est pas bon. Les juges appliquent le code pénal. Quand il n'y a pas de peine minimum, c'est qu'ils appliquent le code pénal. Je vous donne un seul exemple. Ça s'appelle l'aménagement de peine ab initio. Mais tenez, j'étais au téléphone la semaine dernière avec une amie de promo qui est devenue magistrat depuis, et qui me disait, c'est pas nous les magistrats qui avons écrit dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale que la prison doit être le dernier recours. C'est pas nous, c'est les hommes politiques. Je vous donne un autre exemple. Les aménagements de peine ab initio font que c'est une schizophrénie complète, mais quand vous êtes condamné à de la prison ferme, le code de procédure pénale prévoit que vous n'allez pas en prison, que votre peine de prison ferme, jusqu'à 1 an de prison ferme, est automatiquement aménagée. Ce qui veut dire que vous allez passer sous bracelet électronique ou sous un autre type d'aménagement de peine. Bien souvent, les bracelets électroniques. Ce ne sont pas les magistrats qui ont prévu les aménagements de peine ab initio, ce sont les politiques. Oui. Et donc, la question, quand est-ce qu'on va se réveiller? Parce qu'effectivement, il serait temps. Je suis persuadé que la solution, c'est la démocratie. Il faut que si vous voulez, sur les questions de justice et de sécurité, le peuple français a tout à fait identifié les problèmes. Pas toujours avec une technicité qu'on ne lui demande pas d'ailleurs, mais il a tout à fait identifié les problèmes et il attend qu'une chose, c'est qu'ils soient réglés depuis bien longtemps. Donc, à mon avis, il suffirait, la solution, en tout cas, est plus de démocratie et entendons plus le peuple français, entendons plus les citoyens français. C'est eux qui ont les bonnes solutions, c'est-à-dire lutter contre le laxisme de la justice. Je vous ai cité un sondage tout à l'heure, réformer le code de procédure pénale, réformer le code pénal, qui à mon avis ne sont pas adaptés, ils sont trop laxistes. Et ce sont, à mon avis, les plus laxistes d'Europe, même pour tout vous dire. Donc, voilà la solution. Et effectivement, parfois, on peut se poser la question. Emmanuel Macron a largement démontré, et notamment lors du débat du second tour avec Marine Le Pen en 2022, il a largement démontré que les questions de justice et de sécurité ne l'intéressent pas. Moi, j'ai été vraiment très frappé par ça, notamment pendant le débat, où ça a été d'ailleurs abordé un quart de seconde, cette question-là. Et Emmanuel Macron n'a sorti qu'un poncif habituel, qui est certainement les dictons qu'il a dû entendre dans le microcosme parisien depuis qu'il est étudiant. C'est-à-dire, il a sorti une seule chose, il a dit « Mais vous savez, Madame Le Pen, la prison n'est pas toujours la solution. » Oui, d'accord, on est bien avancé avec ça. Oui, effectivement, la prison n'est pas toujours la solution. Mais si vous voulez, si on ne construit pas de places de prison, si Emmanuel Macron, qui avait promis 15 000 places sur son premier quinquennat, qui avait promis 15 000 places, on en est où, il avait finalement dit... Alors, nous sommes à 3000 places. Et il avait dit, j'ai retrouvé texto sur son compte Twitter, il avait dit une phrase que moi je ne renierai absolument pas, qui est magnifique, qui a dit « Toute peine prononcée doit être exécutée ». Mais si vous voulez, si vous saviez comme on en est loin aujourd'hui, c'est ridicule, c'est pitoyable et c'est triste, tragique d'entendre ça plusieurs années après. Sur les 15 000 places de prison qu'Emmanuel Macron avait promises en 2017, il n'y en a eu que 2500, maximum 3000 qui ont été construites. Nous avons un député, les Républicains, Patrick Hetzel, qui a fait un bon rapport là-dessus, un rapport flash, ils appellent ça maintenant, sur la construction de places de prison. Il a dit, personne n'est berné, tout le monde sait que nous n'atteindrons pas les 15 000 à la fin de 2 quinquennats, et donc que ce sera une promesse non tenue. Oui. Encore une. Cyril Aymar-Duncker, je sais que vous allez devoir nous quitter, donc je vous donne la parole avant une dernière fois et peut-être en conclusion. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de Vigimi, un syndicat de police. On a entendu l'appel du Rassemblement national justement à la destitution, ou plutôt au fait que Gérald Darmanin démissionne. Et là, on rappelait justement l'incurie finalement de ce gouvernement et le fait que Emmanuel Macron ne se préoccupe pas vraiment des questions de justice et de sécurité. Est-ce que vous considérez que c'est une demande valable? Moi, je considère surtout qu'au-delà de la validité, c'est surtout un code de communication. Parce que si M. Darmanin démissionnait, qu'est-ce qui se passerait? On aurait un autre ministre de l'Intérieur qui serait issu du macronisme, et ça serait exactement la même ligne politique. Cela ne changerait vraiment rien du tout. Comme il a été dit précédemment, le souci du code pénal, j'entends l'autre intervenant qui précise qu'il est mal fait parce que au bout d'un an, enfin à moins d'un an, on n'exécute pas les peines. C'est vrai que c'est un vrai problème. Néanmoins, on a un autre souci, c'est que le nombre d'auteurs qui réitèrent les actes délinquants, le nombre donc je parle soit de récidives, soit de réitération, n'encourt à chaque fois que des micro-peines
qui ne sont jamais exécutés. Alors, je pense que le retour des peines planchées pourrait être éventuellement une piste de réflexion. L'application de la tolérance zéro aussi. Moi, pourquoi je parle beaucoup de la récidive? Parce que un client satisfait, c'est un client qui revient. Et nous, nos clients sont très satisfaits. Dans la police, on revoit toujours les mêmes têtes. Hein. Donc, il suffirait de sanctionner à chaque fois qu'ils viennent faire un deuxième tour chez nous et de les enfermer un petit peu. Et là, ils comprendraient un peu le sens de la peine. Et on pourrait repartir avec une approche bienveillante qui serait de dire, voilà, maintenant vous avez subi une peine, on espère que vous avez compris que vous allez vous réinsérer. Actuellement, ça n'est absolument pas le cas puisqu'on les arrête, ils viennent, ils ressortent, ils rentrent même pas et ainsi de suite. C'est vraiment là le souci. Au mot de la fin, ça sera celui-ci. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Cyril Aymar-Duncker. Je rappelle conseiller régional Centre-Val de Loire et puis secrétaire général adjoint de Vigimi, ce syndicat de police. Et à une prochaine fois, évidemment, pour continuer d'analyser ce qui se passe, notamment en termes de police et de sécurité sur le sol français. On continue avec Pierre-Marie Sèvres cette discussion. Et d'ailleurs, je vous rappelle à vous tous, continuez de nous relayer et n'oubliez pas les petits pouces. J'en vois pas beaucoup là sur notre fil YouTube. Et nous sommes aujourd'hui sur YouTube, mais également sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch, en multiflux. Donc, n'hésitez pas à nous relayer partout et n'hésitez pas à nous mettre ces petits pouces et ces petits smileys, par exemple, ou des fleurs ou tout ce que vous voudrez. On veut de la couleur, en tout cas. Et on continue notre discussion avec Pierre-Marie Sèvres. Pierre-Marie Sèvres, je vous ai pas encore posé la question de la démission de Gérald Darmanin, ce que vous en pensez. Et puis, rappelez tout de même, on le disait tout à l'heure avec le député du Rassemblement national que nous recevions, que l'actuel directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strodda, j'espère que je prononce bien son nom, avait renoncé en 2014 à l'expulsion de cette famille, la fameuse famille Mogouchkov, alors qu'il était préfet d'Ille-et-Vilaine. Est-ce que tout de même ça peut entraîner pas forcément une démission, mais une remise en cause, mea culpa, une réaction en tout cas du gouvernement? Moi, je vous avoue que je n'y crois pas trop. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis assez fataliste. J'ai pris l'habitude, j'ai laissé beaucoup de chance, moi personnellement, alors je suis un commentateur évidemment, mais j'ai laissé beaucoup de chance dans mon esprit au gouvernement actuel sur les questions de justice et de sécurité. J'ai été à chaque fois déçu, à chaque fois. Là, toutes les déclarations que nous entendons, Gérald Darmanin qui dit qu'il va expulser les fichiers S, etc. Je n'y crois pas une seule seconde. Ça n'est que de la communication, et c'est toute l'expertise de ce gouvernement, c'est de ne faire que de la communication. Donc je n'ai pas vraiment d'espoir. Même le départ de Gérald Darmanin, je ne suis pas sûr qu'il change quoi que ce soit. Nous sommes dans la Ve République où c'est le président de la République qui a toutes les clés en main pour agir pour le bien-être des citoyens français. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs peut être pas forcément antipathique tout le temps. Par ailleurs, Emmanuel Macron n'est, à mon avis, pour moi en tout cas, n'est qu'un politicien. Il n'a aucun grand projet pour la France. Or, il avait largement les clés pour le faire et la marge de manœuvre nécessaire pour le faire en tant que président de la République. Il n'a pas de grand projet. Tout ce qu'il cherche à avoir, c'est de maintenir une coalition au pouvoir. Voilà, il veut maintenir son pouvoir et le pouvoir de ses amis, de sa coalition. Oui. Donc pour ça, malheureusement, il ne fait que de la communication. Par contre, c'est sa grande force. Il est extrêmement, moi je le trouve très 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 habile en communication. Alors justement, vous dites finalement Gérald Darmanin serait remplacé par un autre, et tout ce que dit et fait Gérald Darmanin, c'est surtout ici des coups de communication. Je voudrais qu'on revienne justement sur cette annonce qu'il a faite lors du point presse samedi dernier. Gérald Darmanin assume vouloir renvoyer les fichiers S, même si nous sommes condamnés par la CEDH. Écoutez-le. Gérald Darmanin, donc samedi dernier, lors du point presse. Alors, j'assume de renvoyer les fichiers S, même si nous sommes condamnés par la CEDH, on n'arrive pas à récupérer le sonore. On le reprendra tout à l'heure. En tout cas, eh bien, voilà. Pour la reprise de ces expulsions, mais que j'assume particulièrement. Il vaut mieux parfois être condamné par la CEDH et protéger les Français. Donc la consigne est toujours de continuer ces expulsions. Sur la soixantaine de ces personnes, une quarantaine sont soit en prison, soit privées de leur liberté dans des mesures d'accompagnement judiciaire, et une vingtaine donc sont expulsables si nous mettons d'accord avec les autorités russes. Il ne nous aura pas échappé que depuis un an, nos relations diplomatiques et les relations entre services entre la Russie et la France sont extrêmement limitées, pour ne pas dire
inexistante. Le président de la République m'a autorisé à reprendre ces discussions avec les autorités russes pour expulser les citoyens russes qui sont fichés S dans leur pays d'origine. Voilà. Gérald Darmanin, donc, qui annonce que peu importe, il va renvoyer les fichiers S. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit, de toute façon, nous serons condamnés par la CEDH. Et oui, c'est aussi une des questions. C'est-à-dire que là, on a beau dire, on peut changer la loi, etc. Mais nous restons dans le système dans lequel nous sommes. Donc, nous restons dépendants d'autorités aujourd'hui jugées supérieures, de cours jugées supérieures aux cours françaises, notamment la CEDH, qui, elle, peut nous condamner, car nous renvoyons, nous expulsons. D'ailleurs, là, nous avons reçu des avertissements sur la volonté d'expulser ces fichiers S et de les renvoyer en Tchétchénie. Alors, comment peut-on aujourd'hui reprendre le contrôle de nos frontières, comme vous le suggérez, le contrôle, le renvoi de ces fichiers S, tant qu'on est dans ce système aujourd'hui européen et Schengen et de la CEDH? Vous avez raison. Il se trouve que l'action du pouvoir exécutif, alors je lui en ai mis beaucoup sur le dos depuis 10 minutes, mais l'action du pouvoir exécutif est complètement ligotée et saucissonnée dans le droit européen, mais pas que d'ailleurs. Il faut quand même rappeler toute la jurisprudence du Conseil d'État que je vous ai rappelé tout à l'heure sur le droit à la vie familiale normale, c'est-à-dire l'impossibilité de restreindre le regroupement familial en France. C'est le Conseil d'État, ce sont des juges bien français qui ont voté ça. Il y a également le Conseil constitutionnel qui l'a consacré droit fondamental, enfin bref. Donc, il y a européen, il faut effectivement reprendre le contrôle face aux juges qui ont décidé depuis les années 70 d'agir à la place du législateur. Ils se sont vus comme une autorité morale et politique supérieure. Or, c'est proprement scandaleux et ça aurait dû être vu il y a bien longtemps. Déjà, si je fais une toute petite chronologie, l'affaire Gisti. Oui, mais justement, on va y revenir. Allez-y, oui. Oui, dans les années 70, Valéry Giscard d'Estaing met fin à l'immigration de travail en disant nous avons du chômage désormais en France, ça ne sert à rien de faire venir des gens et par mesure humanitaire, nous allons, pour ceux qui veulent rester en France, nous allons leur permettre de faire venir leur famille. Voilà, pourquoi pas. Bon, c'était supposé rester que quelques années en 74 et en 77, donc Jacques Chirac met en place ça en 74 et en 77, Raymond Barre, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, dit maintenant ça suffit, on a pris quelques milliers de familles étrangères, maintenant on s'arrête là puisqu'il y a ceux qui étaient là avant pour le travail ont maintenant leur famille. Et donc il supprime le décret qui permettait le regroupement familial. Et là, une association qui a toujours pignon sur rue, qui s'appelle Gisti, une association de défense des droits des étrangers et des migrants, saisit la justice administrative et obtient une décision du Conseil d'État absolument fondamentale, la décision Gisti en 1978, qui consacre le droit à la vie familiale normale comme principe fondamental des lois de la République, c'est-à-dire un principe supérieur à la loi, et donc qui empêche le gouvernement d'agir sur la question du regroupement familial. Il aurait fallu à l'époque que le gouvernement se batte, il ne l'a pas fait. Il faut dire que François Mitterrand est arrivé bien vite, mais il aurait fallu que le gouvernement se batte contre le Conseil d'État pour reprendre en main cette question-là, qui depuis 78, si vous voulez, le robinet est ouvert depuis 1978. Oui, c'est énorme. Et c'est devenu, on le sait très bien, une filière d'immigration à part entière. Depuis 78, c'est le plus grand moyen pour les immigrés de rentrer en France, c'est le regroupement familial. Oui. Mais donc là, je vous ai parlé du Conseil d'État. Il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme, comme l'a dit Gérald Darmanin. Il y a aussi le Conseil constitutionnel. Il y a aussi la Cour de cassation. Il y a aussi la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis il y a aussi nos lois. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure, le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile qui empêche l'expulsion d'une personne arrivée en France avant ses 13 ans, c'est une loi française. C'est une loi française qui pourrait être détricotée en France. Et donc Gérald Darmanin peut bomber le torse face à la CEDH. Il n'a qu'à pousser dans son projet de loi immigration pour supprimer ces lois françaises qui nous empêchent d'avoir le contrôle de nos frontières. Et enfin, pour vous dire l'immensité de la tâche, pour revenir sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui empêche par exemple le droit à la vie, qui empêche de légiférer sur le regroupement familial, il faut tout simplement faire une modification de la Constitution. C'est indispensable. Il faudrait que le Congrès, le Parlement réuni en Congrès à Versailles, décide que le Conseil constitutionnel limite son bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire les textes sur lesquels il se prononce, il les limite uniquement à la Constitution en elle-même, puisque aujourd'hui, c'est tout le problème, c'est que le Conseil constitutionnel dit
le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire tous les textes sur lesquels je m'exprime, sont très nombreux et j'y inclus tout ce que j'y veux, en incluant par exemple la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de la Constitution de 1946. Voilà, tous des textes qui n'ont jamais été vus par le général de Gaulle ou par Michel Debré quand ils ont voté la Constitution comme des textes importants et constitutionnels, mais que le Conseil a lui-même tout seul décidé qu'il mettrait dans la Constitution. Et c'est au nom de ces droits de l'homme justement qu'aujourd'hui, ou des préambules de la Constitution, qu'aujourd'hui les magistrats peuvent prendre des décisions qui vont dans le sens d'une immigration illégale sur le sol français? Oui, et dans le sens du progressisme de manière générale, puisque je ne vous l'apprends pas, les élites occidentales sont complètement contaminées par le progressisme, et les magistrats faisant partie de l'élite occidentale sont souvent des brillants juristes. Ils ont cette idéologie en tête, qui est d'ailleurs qui tranche totalement d'ailleurs avec l'opinion largement majoritaire dans la population française et occidentale de manière générale. Nous, l'Institut pour la justice, si nous faisions un sondage, alors nous faisons un sondage régulièrement auprès des citoyens, et toutes nos mesures c'est pas 55%, c'est de l'ordre de 75, 80, 90, 92% pour la perpétuité réelle des Français qui la demandent. Donc une large majorité des Français demandent nos préconisations sur la justice. Pourtant, si je faisais un sondage auprès des magistrats sur la perpétuité réelle, j'en parlais avec tout à l'heure toujours mon ami magistrat, mais je suis bien sûr que nous serions à moins de 5% de magistrats qui demandent la perpétuité réelle. Or, 92% des Français le demandent. Il y a un fossé immense. Ouais, mais ce qui est un peu déprimant dans ce que vous nous dites, Pierre Barisel, c'est que finalement, là, c'est un chantier immense aussi. C'est-à-dire que il faut modifier la Constitution, il faut reprendre de la souveraineté vis-à-vis de la CEDH et d'autres institutions européennes. Il faut modifier les arrêts, ou en tout cas reprendre les arrêts du Conseil d'État. Donc, non, mais est-ce que c'est même possible? Est-ce que c'est même possible politiquement? Politiquement, en fait, le droit, si vous voulez, moi, je suis persuadé que le droit, en fait, est simplement un élément dans un rapport de force. Quand il y a un président ou des politiques qui ont une grande légitimité et une grande volonté à aller contre le droit, ils peuvent tout à fait y aller. Et je prendrai un exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. La Cour européenne des droits de l'homme, moi je me souviens au début des années 2010, nous avions David Cameron, le Premier ministre britannique, qui disait il y en a marre de la Cour européenne des droits de l'homme, elle va pas dans notre sens, il va falloir la réformer en profondeur. Et donc, il agite des menaces comme ça, et puis même, il va un peu plus loin, il dit nous allons organiser une conférence pour le Conseil de l'Europe pour que nous réformions la CEDH. Et il a organisé ce qu'on a appelé la conférence de Brighton, je crois que c'était en 2011. Et dans la conférence de Brighton, en gros, il menace la Cour européenne des droits de l'homme de la modifier en profondeur si elle continuait à condamner le Royaume-Uni. Et puis, moi, je suis pas le seul à avoir remarqué, mais dans les années qui ont suivi, la Cour européenne des droits de l'homme a été très sympathique avec le Royaume-Uni. On a eu beaucoup moins de décisions négatives à l'encontre du Royaume-Uni. C'est-à-dire que, moi, ça prouve pour moi que la Cour européenne des droits de l'homme est un organe politique comme un autre qui, lorsqu'il est mis sous pression, change son fusil d'épaule. Et donc, sur la Cour européenne des droits de l'homme, en tout cas, je pense qu'il serait possible, si on voyait, si les juges de la Cour voyaient que le président de la République, Emmanuel Macron, a vraiment une grande volonté de défendre le peuple français et les citoyens français. Là, je pense que oui, on aurait moins de condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je pense qu'en fin de compte, c'est à peu près la même chose pour tout. Le Conseil constitutionnel, c'est à peu près pareil. S'il voyait qu'il était pris en défaut par l'exécutif, il serait obligé de changer sa politique et il serait obligé de mettre en place toutes les mesures que le pouvoir exécutif et que le peuple demande. Oui, donc la situation n'est pas si catastrophique en fait. Oui, alors je vous remercie pour cette petite note d'optimisme, mais tout de même, si on voit par exemple, il y en a une autre qui bombait le torse, c'est Giorgia Meloni en Italie, qui avait annoncé qu'elle reprendrait le contrôle des frontières italiennes, et on a vu le résultat avec Lampedusa, et puis sur son année, son premier bilan, plus 102 ou 103% d'immigration. Alors c'est quoi? Elle a bombé le torse, ou c'est paroles, et puis finalement la réalité, c'est qu'elle a immédiatement trempé, on va dire, dans les compromissions européennes, ou alors comment vous expliquez le fait qu'elle n'ait pas pu reprendre justement le contrôle annoncé des frontières? Il faut croire effectivement qu'elle n'a fait que bomber le torse. Je remarque quand même un élément, moi, qui me frappe souvent. En Italie, une large majorité de la population est en faveur de l'immigration légale.
une très large majorité. C'est une des plus hautes majorités de l'Union européenne, ce qui d'ailleurs m'étonne toujours. Je trouve ça tragique pour la culture italienne qui va donc disparaître, puisque le peuple italien demande à la faire disparaître visiblement. Je pense qu'il y a des histoires, effectivement, c'est essentiellement des histoires de tambouille interne européenne. Giorgia Meloni n'a visiblement pas assez de légitimité démocratique, ou alors elle n'en a pas la volonté. L'histoire se joue aussi sur des hommes et des femmes, en l'occurrence, mais elle n'a peut-être pas assez de légitimité démocratique pour prendre toute la marge de manœuvre dont elle aurait besoin vis-à-vis de l'Union européenne. Et peut-être qu'elle sait que les Italiens ne sont pas prêts à faire certains renoncements qu'impliquerait la fin des migrations illégales. Peut-être qu'en en ayant une politique musclée à l'égard de l'immigration illégale, l'Union européenne diminuerait certaines subventions, sanctionnerait l'Italie en tout cas, et peut-être que Giorgia Meloni réalise très bien que les Italiens ne sont pas prêts à accepter ces sanctions. Et donc qu'elle ne les met pas en place. Ouais. Voilà. Maintenant, l'affaire de Giorgia Meloni, c'est sûr que c'est très déprimant. Oui, c'est déprimant. En tout cas, ça montre qu'il faut bien choisir les gens pour qui nous votons. Merci encore, Pierre-Marie Sève. Je rappelle, délégué général de l'Institut pour la justice. En tout cas, on a vu la série de lâcheté, la série de compromissions qui ont fait qu'aujourd'hui, encore une fois, un professeur a été assassiné vendredi dernier. Et c'est notre émission spéciale autour de cet assassinat de Dominique Bernard. Merci Pierre-Marie Sève.